Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ici une nouvelle fois en direct pour l'émission Les Clés de l'Immo, les clés de l'immobilier. Comme chaque semaine, on répond à vos questions, vous qui avez beaucoup d'interrogations, vous souhaitez acheter un bien immobilier, investir dans l'immobilier, faire un placement financier, faire construire une maison, on est là pour vous répondre à toutes vos questions grâce au forum qu'on a mis en place sur Figaro Immobilier. Et puis, après les taux de crédit, après l'international, aujourd'hui, on parle des fondamentaux dans l'immobilier, c'est l'achat et c'est la vente, avec aujourd'hui un expert, ou plutôt une experte, qu'on est très heureux d'avoir en plateau. Elle est notaire, c'est Maître Julie Portevin. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Julie. Alors, ce qu'il faut dire, Julie, c'est une première. Tout à fait. C'est la première fois que je viens. Je suis votre invitée. Je vous remercie. Voilà, ça va très bien se passer. On a eu énormément de questions. On vous remercie, vous les internautes qui vous interrogez. Et c'est normal, c'est assez anxiogène quand on veut acheter un bien immobilier ou même vendre. On ne veut pas faire d'erreur. On a besoin d'avoir des experts et des réponses très précises. Et donc, on a comme ça une quinzaine de questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Évidemment, il y en a eu beaucoup plus. N'hésitez pas à consulter notre forum et vous verrez, on répond aussi en temps réel, quasiment 24 heures sur 24 à vos interrogations. Notaire du Grand Paris. C'est ça. Un mot sur les notaires du Grand Paris ? C'est des notaires qui représentent les notaires parisiens et d'Île-de-France. Ouais. On s'est regroupés dans le cadre du Grand Paris et puis nous menons des actions, plusieurs actions de côté juridique, puis avec les communes et collectivités territoriales pour nous faire connaître et mettre notre savoir à la disposition des collectivités. Eh bien, on va mettre votre savoir à la disposition de vous, les internautes, sur Figaro.fr, sur la homepage du Figaro.fr. Avec vous. Vous êtes prêts ? On démarre. Première question. Allez, première question. Alors, c'est une question de Mel. Et Mel se demande, est-ce que les prix des appartements vont baisser à Paris, dans les arrondissements, ou alors est-ce que c'est impossible ? Les prix à Paris. Grande question. Alors, c'est une question qui est récurrente. Alors, c'est vrai que les indicateurs nous montrent que la tension immobilière reste forte. Pourquoi ? Tout d'abord, les taux d'intérêt offerts par les établissements bancaires restent bas. Les produits sont rares sur le marché. Nous constatons que dès qu'un produit arrive sur le marché de la vente, il part dans un délai d'une rapidité incroyable et au prix. Oui. Troisième cause de ce marché un peu tendu, c'est que nous avons plus d'acquéreurs, de candidats acquéreurs que de vendeurs. Il y a à peu près 26% d'acquéreurs de potentiels que de vendeurs, ce qui ne fait pas en sorte de diminuer les prix moyens au mètre carré. Alors du fait de toutes ces raisons, on a tendance à penser que les prix vont encore augmenter d'une manière un peu moins rapide, certainement, et d'une manière un peu moins élevée que les deux précédentes années. C'est vrai que vous le savez très bien, Olivier, les prix moyens au mètre carré, dernier trimestre 2019, atteignent 10 000 €, le plafond de 10 000 €, ce qui était important. Là, nous pensons, mais on manque un peu de visibilité parce que nous sommes en début d'année, que nous allons atteindre en fin d'année 10 200, 10 300 € le mètre carré. D'accord. Voilà. Oui, effectivement, comme le dit Julie, régulièrement, il y a des études en fait des notaires sur les avant-contrats. Les avant-contrats indiquent dernièrement qu'au mois de mars, on devrait passer à 10 500 € par mètre carré en moyenne. Ouais. C'est évidemment une moyenne. Et ça représente une hausse quand même, pour avoir en tête, c'est 8,5% de hausse en un an, ce qui est quand même, incroyable. On va dire, c'est quand même énorme. Alors, il faut savoir, après, tempérer qu'au sein de Paris, il y a évidemment les arrondissements, mais il y a les quartiers. Et au sein des quartiers, des fois, on passe du simple au double. Quartier Odéon, on est à 16 000 € du mètre carré. Porte de la Chapelle, 8 000 € du mètre carré. Il y a 10 000 € d'écart au sein de la même ville. Bon. Après, la question aussi qui se pose derrière ça, est-ce qu'il y a, selon vous, une bulle immobilière ou est-ce que c'est vraiment un marché d'utilisateurs ? Pour nous, c'est un marché d'utilisateurs. En réalité, la bulle immobilière, Paris quand même est une capitale jusqu'à maintenant dont les prix étaient raisonnables par rapport aux autres capitales.
On arrive à peu près à des prix maintenant qui commencent à devenir très élevés parce que ça entraîne des conséquences que nous connaissons. Paris a tendance à vieillir. Nos jeunes clients, les jeunes couples ont tendance à aller en limite de Paris, en Île-de-France. Ils n'investissent plus autant qu'avant dans Paris. Donc ça a des conséquences quand même importantes pour notre capital. Bon. Et donc pour répondre à Mel, les prix vont continuer de monter, d'augmenter à Paris. Il n'y a pas de perspective en tout cas de baisse ni d'effondrement évidemment à l'horizon. Oui. De manière peut-être un peu moins rapide que les 2 dernières années que nous avons connues. Très bien. Voilà. Question suivante. Alors, question de Marc. Sur une vente aux enchères d'un bien existant, un appartement, quelle est la fourchette de décote minimum, maximum qui semble raisonnable, acceptable par rapport au prix de marché dans l'ancien? Alors, les ventes aux enchères. Alors, les ventes aux enchères, c'est un outil qui rencontre un succès de plus en plus incroyable depuis de nombreuses années, depuis une dizaine d'années. C'est une vente qui présente un aléa, hein, on le sait, c'est le prix définitif. Oui. Voilà. Oui. C'est la confrontation entre l'offre et la demande. Le prix définitif, en réalité, correspond au prix du marché. Alors, comment ça se passe? On estime, on a le bien, le propriétaire nous donne le bien à vendre aux enchères, on calcule l'estimation de ce bien, et puis on fixe une mise à prix. D'où la question. Oui. La mise à prix, comment est-ce qu'elle est calculée? Elle doit intégrer une décote. Oui. Plus la décote est importante, plus le produit est attractif, plus les candidats acquéreurs sont nombreux, et plus la vente est efficace. Donc la décote, nous la fixons en partenariat avec le propriétaire, elle va de 10 à 30% de l'estimation. Voilà, les prix de départ en tout cas, c'est ça. Sur la vente aux enchères d'un bien immobilier, quand on va notamment au Châtelet, chaque semaine c'est le mardi où sont vendus des maisons, des appartements, beaucoup de biens, même aussi des caves, des parkings, des châteaux, il y a un peu de tout. N'importe quel bien situé dans n'importe quel endroit. 10 à 30% au départ. Moins cher que le prix du marché. Que l'estimation. Après, les ventes aux enchères, le principe, c'est que ça peut monter très très haut. Donc, bon, il y a un aléa. Voilà. Mais là, c'est bien pour le vendeur. Pour le vendeur, on n'a pas cette possibilité également, s'il n'y a personne dans la salle qui est intéressé par notre bien, on a une faculté de baisse d'un quart. Une mise à prix qui est fixée à 100 000 euros, il n'y a personne qui est intéressé. Le président de séance peut fixer la mise à prix, si c'est prévu dans le cahier des charges, à 75 000 euros. Voilà. Très bien. Voilà. Question suivante. Alors, c'est une question de Riton. J'ai mis en première location un appartement Loiselier en novembre 2013. J'ai actuellement un locataire dont le contrat a été signé en mai 2019 pour un bail de 3 ans, soit jusqu'en mai 2022. Je désire vendre l'appartement après 9 années de location, c'est-à-dire en novembre 2022. Quand dois-je envoyer mon préavis au locataire? 6 mois avant mai 2022, en le prévenant que l'appartement serait en vente en novembre 2022. Alors bon, c'est un peu long, effectivement, on a pris... Alors les préavis dans ce cadre-là. Alors Riton, vous avez amorti votre bien. Moi, c'est... Voilà. La question. Vous avez amorti votre bien, vous avez envie de le vendre, on le comprend, et vous avez envie de le vendre libre. Donc vous devez proposer à votre locataire, dans un délai de 6 mois, à compter 6 mois, au moins 6 mois avant l'expiration du bail. C'est-à-dire que votre bail se termine en mai 2022, donc vous devez faire partir la notification à votre locataire dans le courant du mois d'octobre pour sécuriser un petit peu, donc 6 mois, au moins 6 mois avant, par lettre recommandée ou par exploit d'huissier. Le locataire a 2 possibilités. Il peut préempter. Il a 2 mois à compter de la notification du délai, du commencement du délai pour faire connaître sa décision, mais il peut ne pas être intéressé par l'achat parce qu'il n'en a pas envie, il n'aurait pas les moyens ou autre. Et dans ces cas-là, il reste locataire jusqu'à l'expiration du bail. Donc il doit payer ses charges, son loyer naturellement. Et à l'issue du délai de 6 mois, il n'a plus de titre d'occupation. Il doit partir, il doit libérer le bien à l'expiration du délai de 6 mois, c'est-à-dire au terme du bail, tout simplement. Très bien. Voilà, Riton. Question de Damien. Avec la fiscalité... les taxes, quels sont les intérêts de créer une SCI familiale, Société Civile Immobilière? Quel intérêt? Alors, c'est une question qui est assez récurrente et qui nous est beaucoup posée. Cette SCI, cette Société Civile Immobilière, constitue un certain nombre d'intérêts, de nombreux intérêts, notamment intérêts de transmission patrimoniale. Pourquoi? Parce que c'est la société, en réalité, qui achète le bien. Les associés sont simplement titulaires de parts sociales. Alors, quand on dit la société, il faut être au minimum 2. C'est ça. Au moins 2 associés. Voilà, 2 associés.
Et il est plus facile, moins onéreux de céder des parts sociales, parce qu'il n'y a pas de mutation, ça reste la propriété entière de la société civile immobilière, de céder des parts sociales entre associés que de céder une quote-part individu. Ça permet de pallier aux inconvénients de l'indivision, qui demandent l'unanimité, notamment quand on achète un bien d'indivision, alors que dans le cas d'une SCI, c'est une majorité telle que prévue dans les statuts. Ça permet également d'avoir une assiette pour le calcul des droits qui est décotée largement, parce que l'administration fiscale admet une décote de 10% pour la valeur nette comptable des parts. Et puis ça permet également, dans le cadre du calcul de la valeur nette comptable de départ, de prendre en compte le passif de la société. Oui. Donc lorsque vous achetez un bien 100 000, l'estimation des 100% de part, c'est à peu près 90 000 parce qu'on décote. La société a emprunté, par exemple, 50 000 euros. Donc, la valeur des parts, c'est 90 moins 50, on arrive à 40 000 euros. Et on cède sur cette assiette-là. Donc, c'est beaucoup plus intéressant fiscalement pour les donateurs ou pour les acquéreurs de parts. Bon, et puis ça peut éviter les conflits. Ça peut éviter les conflits également parce que on n'a pas besoin d'unanimité. Par contre, il y a un inconvénient quand même. Alors l'inconvénient, faut le dire. Mais pas tout le monde est concerné. Ce sont les contribuables qui sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. À l'IFI, Lorsque la SCI est titulaire, est propriétaire de la résidence principale de ses associés, il est impossible de se servir de la décote admise par l'administration fiscale qui est de 30%. Sur la résidence principale. Lorsqu'une SCI détient un bien immobilier qui a une valeur d'1 million, l'administration fiscale, résidence principale, admet que l'on puisse considérer que le bien fait 700 000 euros. Lorsque c'est la SCI qui détient la résidence principale, nous ne pouvons pas utiliser cette décote. Très bien, très clair. Merci infiniment, Julie. Question suivante. Alors, question de AB. Je vais avoir 70 ans. Oui. Je souhaite acheter un appartement et le mettre en nue propriété. Est-ce possible? Alors déjà, nue propriété, on peut rappeler, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai que la pleine propriété est composée d'usufruit, c'est-à-dire le droit d'user, d'utiliser le bien, et la nue propriétaire, c'est le propriétaire des murs. Voilà, on n'est pas totalement propriétaire. Exactement, on n'a pas la jouissance du bien. Alors, oui, chère madame, il est tout à fait possible d'acheter un bien. Vous avez 70 ans. C'est le moment, par la suite, de le donner avant vos 71 ans, parce que plus on avance dans l'âge, plus la valeur de l'usufruit diminue. Eh oui. Moins de 71 ans, votre usufruit est évalué à 30%, et à partir de 71 ans, moins de 71 ans, votre usufruit est évalué. Moins de 71 ans, votre usufruit est évalué à 40%. Et à partir de 71 ans, l'usufruit est évalué à 30%. Donc, il faut régulariser cette donation avant les 71 ans. Comme ça, vous êtes taxé que sur la nue propriété, évaluée à 60%. Très bien. Voilà. Question suivante. Alors, question de Vadim. Suite à la succession de mon père, j'ai hérité en 2019 d'un appartement duplex en T3, 3 pièces, à Vendeuvre, c'est près de Nancy, acheté en 2007 d'une valeur estimée à 145 000 euros. Je suis locataire à Issy-les-Moulineaux, donc avec ma femme, en résidence principale. Et la question est la suivante. Vais-je devoir payer une plus-value si je vends l'appartement de Vendeuvre et de combien ? Alors, Olivier, c'est une question effectivement qui est importante. C'est à Vadim qu'il faut répondre. Vadim, vous avez raison de poser cette question parce que la plus-value, la fiscalité concernant la plus-value est douloureuse, est importante. Alors, vous le savez, Olivier, lorsqu'on cède sa résidence principale, on est exonéré totalement de cette plus-value et on peut rentrer dans le champ d'application de cet impôt lorsqu'on cède, comme le cas de Vadim, une résidence secondaire ou un investissement foncier. Vadim peut bénéficier d'un cas d'exonération à partir du moment où il remplit 2 conditions. Alors, les 2 premières conditions. Première condition, il faut qu'il justifie qu'il ne soit pas propriétaire de sa résidence principale dans les 4 années précédant la vente, c'est-à-dire qu'il justifie qu'il était locataire. Ouais. Et seconde condition qui est importante, c'est que lorsqu'il vend ce bien, il s'engage dans l'acte de vente à remployer les fonds correspondant au prix de vente dans les 24 mois de la vente pour acquérir sa résidence principale. De la vente de l'héritage ou de la vente du bien. Le bien qu'il souhaite vendre, il s'engage dans l'acte de vente à remployer les fonds, le prix de vente, dans les 24 mois qui suit l'acte de vente pour pouvoir acheter une résidence principale. Donc ne pas avoir été propriétaire pendant au moins 4 ans précédant la vente et s'engager à remployer le produit de la vente dans les 24 mois
pour acheter une résidence principale, uniquement une résidence principale. C'est ça. Alors donc dans le cas de Vadim, il faudrait qu'il à les limites qu'il devienne propriétaire maintenant de sa résidence. Dans ce cas-là, à Vendeuvre, ça deviendrait en fait sa résidence Pas du principale. Tout. Ils vend le bien qu'il a hérité. Il peut justifier parce qu'il est locataire depuis au moins 4 ans, donc il remplit la première condition. Il ne paierait pas de plus-value et ça lui permettrait d'acheter sa future résidence principale. Et il s'engage à remployer les fonds avec le prix de vente dans les 24 mois. Qu'elle soit à Vendeuvre ou ailleurs, bien sûr. Exactement. D'accord, très bien. Et au cas où il ne le fait pas, alors que la plus-value serait il rentre dans le champ d'application de la plus-value. Avec les prélèvements sociaux, nous arrivons à un impôt de 33% entre la différence sur le prix du bien. La différence de la valeur vente avec la valeur achat. D'accord. Bon, effectivement, il vaut mieux le savoir. Exactement. Très bien. Question de Muriel. On dit que les locataires de plus de 65 ans sont protégés s'ils ont des faibles revenus. Est-ce que c'est vrai? Et comment faire si c'est le cas avec un locataire qui ne veut pas partir? Sur Internet, je lis tout et n'importe quoi, nous dit Muriel. Alors c'est vrai, c'est un sujet. 65 ans, c'est jeune, en plus. Lorsqu'on est, on est propriétaire et que notre locataire a 65 ans et qui bénéficie de revenus qui sont inférieurs à un seuil qui est fixé, en ce moment, c'est à peu près 23 000 € de revenus annuels pour un Parisien. Donc lorsqu'il a 65 ans et qu'il a des revenus inférieurs à ce seuil, évidemment, le propriétaire ne peut pas refuser le report du bail. En réalité, ne peut pas refuser le renouvellement du bail. C'est vraiment un statut considéré comme protégé, c'est ça? Protégé, mais quand même, il y a possibilité, si on lui retrouve pour ce locataire un logement similaire, si le propriétaire lui retrouve ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, dans une zone géographique bien déterminée, il y a possibilité de refuser ce fameux renouvellement de bail. Mais il y a une autre possibilité également. Le propriétaire peut refuser le renouvellement si lui-même a 65 ans. Si le propriétaire du bien a lui-même 65 ans, ou, c'est pas et, c'est ou, s'il dispose de revenus inférieurs au seuil fixé. Donc voilà, là, dans ce cas-là, il peut refuser le renouvellement du bail de son locataire qui a lui-même 65 ans. Oui, on peut juste préciser, Julie, effectivement, pendant longtemps, la loi, c'était 70 ans. 70 ans, il s'est passé depuis la loi Allure à 65 ans. Bon, je peux me permettre de dire que des fois, ça se retourne aussi indirectement contre des locataires. Plus on avance en âge, beaucoup de propriétaires se disent « Oh là là, moi, je veux pas avoir d'histoire, de problème. Il a quoi, 60 ans, dans 5 ans, s'il se passe n'importe quoi, qu'on veut récupérer l'appartement, on ne pourra rien faire, on ne sait jamais si ses revenus sont modestes. » Donc voilà, il y a des cas, en tout cas, on ne peut pas le faire. Exactement. Si le propriétaire bailleur est lui-même a des revenus modestes, et si lui-même a 65 ans, dans ce cas-là, il y a la possibilité pour lui de mettre un terme, en tout cas, au bail. Autrement, non, il y a ce statut qui protège en fait le locataire de plus de 65 ans. Question suivante. Alors, question de Mathieu. Pour l'immobilier, qu'est-ce qui change dans la loi de finances cette année? Y a-t-il des pièges fiscaux à éviter? Alors, la loi de finances, cette année, on en a beaucoup parlé, porte notamment sur l'exonération de la taxe d'habitation. Fameuse taxe d'habitation, oui. Alors, cette exonération pour l'année 2020 va concerner 80% des ménages environ. Pour les autres 20%, ils seront exonérés d'ici 2023. Voilà, alors c'est l'élément phare de cette loi de finances. Deuxième élément, le législateur a voulu, pour inciter les propriétaires à faire des travaux d'isolation énergétique, au lieu d'utiliser le crédit d'impôt qui est un peu compliqué à mettre en place, il allouerait une prime pour les propriétaires qui investissent dans les travaux d'isolation et de rénovation. Voilà, et ça serait la création de cette prime-là. Très bien. Et puis on peut rajouter qu'il est question aussi de revoir les valeurs locatives qui n'ont pas bougé depuis les années 70 et ça progressivement. Je crois que c'est jusqu'en 2023, il faudra donner des informations à l'administration fiscale, puisque ça, petit à petit, ça va changer, ça doit avoir un impact. Vous dire aussi, si vous êtes investisseur, que l'investissement locatif Pinel, le Sancy Bouvard, tout ça, ça ne bouge pas, en tout cas dans la loi de finances 2020. Ce n'est pas prévu. Une petite chose aussi qui devait ne plus être prolongée, c'est le prêt à taux zéro. Et bien finalement, il est reconduit dans les zones B2 et C, donc le prêt à taux zéro qui permet d'avoir jusqu'à 20% de coup de pouce dans le cadre de l'achat d'une maison neuve, ou d'un appartement neuf. Là, en zone B2 et C, c'est prolongé et c'est à hauteur de 20%.
Voilà, voilà pour l'ensemble. Autrement, ouais. essentiellement, c'est bien sûr sur la taxe d'habitation qu'on a ce projet de cette loi de finances en fait 2020 avec les changements. Question suivante, question de Jim. Quelle est l'obligation légale de passer par un architecte dans le cadre d'une demande de permis de construire d'une maison neuve? Est-ce que c'est 150 mètres carrés ou 170 mètres carrés? Alors c'est 150 mètres carrés. Et on parle de surface de plancher, c'est-à-dire hors surface des murs, hors comble non aménageable. C'est une surface de plancher, c'est-à-dire une superficie habitable. À partir de 150 mètres carrés, nous sommes obligés, le propriétaire est obligé de faire appel à un homme de l'art, à un architecte, pour conduire les travaux. Donc Jim, 150 mètres carrés. Question de Glucking. Quelle est la meilleure option pour un couple marié qui souhaiterait acheter un ou plusieurs biens pour le ou les louer? Constituer une SCI, c'est-à-dire une société civile immobilière, ou bien acheter en leur nom propre? D'autre part, les associés d'une SCI sont-ils responsables des dettes de la société sur leurs biens propres? Question de Glucking. Alors Glucking, effectivement, lorsqu'on investit dans un appartement que l'on désire louer, c'est un appartement qui a pour objectif de rester dans le patrimoine. Donc il est quand même recommandé peut-être de créer une SCI avec ses enfants, pour pouvoir justement transmettre, on l'a dit tout à l'heure, en douceur au profit des enfants, sans qu'il y ait trop de droits de donation ni de droits de succession. C'est la SCI qui reste propriétaire, c'est la SCI qui va encaisser les loyers. À terme, les associés parents pourront toujours donner la nue propriété des parts, mais ils se réserveront l'usufruit parce que lorsqu'on fait ce genre d'opération immobilière, c'est pour bien souvent la retraite. Arrondir les fins de mois, etc. Donc ce bien-là, il est destiné à rester. Alors il est quand même intéressant de créer une société civile immobilière pour pouvoir acheter un investissement, pour faire un investissement foncier. Très bien. Question de Muriel. Alors là, ça ouvre beaucoup de perspectives. C'est une question qui revient aussi. Muriel, oui. Comment s'assurer de la vraie valeur d'un bien immobilier? Est-ce qu'il existe des grilles légales? Comment on peut le déterminer? Alors c'est vrai, en plus, compte tenu du marché qui est assez élevé, on n'a pas envie de se tromper. Alors il existe des bases de données qui sont accessibles au public. La base bien notamment, c'est une base qui est alimentée par la base des notaires, alimentée par les notaires grâce à leurs promesses de vente. Mais aussi il y a d'autres bases qui existent, donc on peut regarder ces bases-là, regarder un peu le secteur, les prix au mètre carré du secteur dans lequel se trouve le bien. Mais s'il y a vraiment un gros doute, parce que évidemment tout dépend de la situation, de l'état du bien, des étages, il faut faire appel à un professionnel, un expert ou un agent immobilier tout simplement, pour qu'il rassure le candidat acquéreur dans son projet. Voilà. Oui, c'est important, on le sait, que vous avez besoin de repères. Alors, il y a la base bien effectivement des notaires. Il existe depuis le mois d'avril dernier, c'est ce qu'on appelle la DVS, les données des valeurs foncières, qui est mis en ligne gratuitement. Depuis 4 ans, on a comme ça une cartographie. On peut savoir rue par rue, quartier par quartier, le prix d'une maison qui s'est vendue, d'un appartement. En fait, c'est la transparence des données publiques, donc qui sont valables depuis ces 4 dernières années. Donc on peut même se dire, tiens, pourquoi pas? Est-ce que le voisin, il a vendu sa maison, combien il l'a vendu? Et puis, donc ça donne déjà des bons repères. C'est totalement gratuit. Donc c'est la DVS, les données valeurs foncières. Et puis toujours avoir en tête aussi, on le rappelle régulièrement, il n'y a pas de grille légale, mais il y a des moyens aussi de négocier. Un bien surcoté comparé au prix du marché, généralement, il ne se vend jamais. Un bien qui est mis en vente, quand vous voyez sur Internet une annonce d'un bien immobilier et que ça fait 3 mois déjà qu'elle est en ligne, c'est-à-dire que c'est pas au bon prix, c'est que c'est surcoté. Plus de 3 mois, il y a moyen de négocier. Le bien comporte effectivement, Julie le disait, des défauts en étage élevé, pas d'ascenseur, on est au-delà du 4e étage, donc faire attention aussi à ça. Tout ça, ça permet peut-être aussi de baisser le prix s'il y a des nuisances, si l'appartement n'est pas lumineux, si le logement a besoin d'être rénové, et puis aussi la performance énergétique de l'habitat. C'est important qu'on achète une maison, un appartement aussi, on ne veut pas avoir ce qu'on appelle une passoire thermique et se retrouver à faire des travaux qui n'en finissent plus derrière, parce qu'il y a le prix du bien.
mais derrière, il y a aussi souvent des travaux. Donc, toujours, voilà, pour la valeur d'un bien, je vous invite à regarder bien sûr les conseils sur le site des notaires du Grand Paris ou des notaires de France, mais aussi sur Figaro Immobilier. On a beaucoup d'articles dans le domaine. Oui, Julie? Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, Julie dit c'est vrai, tout à fait. Voilà, parfait. Ouais. Question suivante, question de Muriel. Alors, Muriel demande, est-ce qu'il y a des avantages à acheter en viager? Est-ce que c'est vraiment moins cher, mais au final, est-ce que c'est pas risqué? Alors l'achat en viager. L'achat en viager. C'est le cas d'un propriétaire, donc le futur crédit rentier, qui vend son bien à un candidat acquéreur, qui est dénommé le débit rentier, c'est celui qui va payer une rente, moyennant un prix qui est ventilé de deux façons. Alors il peut y avoir un bouquet, c'est la partie du prix payable comptance, peut être 10-20%, mais il peut ne pas y avoir de bouquet, c'est pas une obligation. Et puis la seconde partie, le prix payable moyennant une rente, qui est versée tout au long de la vie du crédit rentier. Alors l'avantage. Ouais. Alors oui, parce qu'on peut aussi se poser la question, effectivement, certains vont se dire, bon non, viager, on attend le décès de quelqu'un, donc plus le décès de vie, mieux ça vaut, mais d'un autre côté aussi, ça permet de maintenir des personnes âgées chez elles grâce à cet argent, donc bon, alors... Voilà, c'est intéressant pour le crédit rentier, et pour le débit rentier, ça peut être intéressant parce que ça lui permet d'acquérir un bien immobilier avec un capital qui peut être faible, parce que le bouquet peut être tout à fait une somme tout à fait raisonnable, et puis ça permet de ne pas emprunter. Et d'avoir un bien à l'issue en pleine propriété. En plus, lorsque nous avons un viager occupé, le débit rentier, donc l'acquéreur, est conforté dans le fait que c'est un bien qui est quand même utilisé de manière en bon père de famille par le crédit rentier, qui en prend soin, donc il y a un effet de conservation. Donc ça permet d'acquérir. Il n'y a pas de côté malsain en réalité, parce que bon, c'est clair dès le départ. C'est un viager. Effectivement, il y a le jeu du hasard, c'est le décès, qui peut être avantageux soit pour le crédit rentier, le vendeur, mais également pour le candidat acquéreur, le débit rentier. Voilà. Très bien. Allez, on prend une dernière question. Question de Mathieu. Il est question d'une nouvelle loi qui dissocie le foncier du bâti. Mathieu nous demande de quoi s'agit-il? Vous demande Julie. Alors Mathieu, votre question est importante parce que le législateur, à travers cette loi, veut essayer de se battre contre la spéculation des terrains. Depuis une dizaine d'années, les terrains ont augmenté à peu près de plus de 70%. C'est pourquoi on arrive à des prix fous, quelquefois, qui sont peu accessible pour un certain nombre de personnes. Donc voilà ce qu'a prévu le législateur. Il dissocie l'assiette foncière, c'est-à-dire le terrain, et la construction. L'assiette foncière est achetée par un organisme foncier détenu majoritairement par des capitaux publics. Bien souvent, c'est des terrains qui sont acquis par des collectivités au profit de ces organismes fonciers à des prix intéressants. Et l'organisme donne possibilité aux promoteurs, donne un droit à construire aux promoteurs de construire un programme immobilier. Le candidat acquéreur qui achète l'appartement, il se retrouve propriétaire des murs, mais il n'est pas propriétaire du terrain. C'est parce que ce terrain appartient à l'organisme foncier qui a investi sur cette assiette foncière. Alors il y a un bail amphithéotique qui est un bail qui est consenti au profit de la copropriété, mais ce qui fait l'avantage de cette législation, c'est qu'on arrive du coup à avoir des prix qui sont tout à fait abordables. On peut arriver à avoir des prix à hauteur de 5 000 € le mètre carré au lieu de 10 000 sur la capitale. Donc ça permet à de nombreux ménages d'accéder à la propriété. Sans être totalement propriétaire. Et du terrain. Voilà, du terrain. Bon, en fait, c'est un bail. Ils ne sont pas propriétaires du terrain. Voilà, eh bien écoutez, merci à vous les internautes. Julie, merci, Olivier. Succès total, en tout cas pour une première, on a été très heureux. Merci Olivier. Très pédagogue, est-ce que vous reviendrez? Avec grand plaisir. Elle reviendra, elle en prend l'engagement. En attendant, n'hésitez pas, continuez, posez vos questions sur le forum. Figaro Immobilier, vous souhaitez acheter, vendre, faire construire, investir dans l'immobilier, vous avez raison, c'est très bien. Continuez, interrogez nos experts ici présents. Très bonne journée à tous, excellent week-end et on se dit à très bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.